Donc on va avoir, une petite heure d'échange avec, Franck Olivier qui est délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, délégué auprès, du ministre des Solidarités et de la Santé. Je vais faire une rapide introduction et puis je laisserai la parole à Franck Olivier et puis ensuite on aura un temps donc d'échange, au travers, soit des questions que vous posez par chat, soit, que vous leviez, la main. Je pense que l'objectif de cet échange, c'est à la fois que nous, acteurs du logement accompagné, on en ressorte en ayant une meilleure compréhension de ce que le gouvernement a en tête ou prévoit par rapport à notre public, qui est un public un peu spécifique, j'y reviendrai, mais aussi peut-être que Franck Olivier appréhende un peu mieux nos problématiques à nous, acteurs, du logement accompagné et du public que nous accompagnons. Alors cette introduction. Habitat Humanisme gère une cinquantaine de pensions de famille, heu, occupées à près de 60 par des personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé et c'est pas véritablement pour des raisons physiques. Donc on a un public qui est assez majoritairement, avec des problématiques, psy. 50 pensions de famille, c'est un millier de résidents, c'est à peu près une centaine de salariés et 500 bénévoles parce qu'on a la particularité d'avoir des bénévoles qui complètent l'accompagnement par des salariés. Les conclusions qu'on peut tirer de la première période du confinement, paradoxalement, c'est que, dans nos pensions de famille, ces dispositifs ont vraiment fait la preuve de leur résilience, puisque au bilan, on n'a pas eu de difficultés majeures et ça, c'est, un grand satisfecit pour nous. C'est sans doute un peu moins le cas là, dans ce qui se profile du deuxième confinement parce que, la fatigue se ressent, et la lassitude avec. Mais au-delà de ces réalités-là liées à la période covid, qui ont plutôt montré, des bons résultats, les salariés et les bénévoles de nos pensions de famille remontent depuis plusieurs années des difficultés à articuler l'intervention, du monde de la psychiatrie et les interventions des bénévoles et salariés de nos pensions de famille. Leur sentiment, c'est que de plus en plus, des situations complexes, sont à gérer sans forcément savoir à qui, en parler, savoir vers qui se retourner et que le dispositif est de moins en moins, maillé. Alors on cherche des solutions vis-à-vis de ça et l'une des solutions est évidemment la formation, hein, déjà de préparer nos salariés et bénévoles à comprendre ce que sont ces troubles et de les aider à les reconnaître et d'avoir un premier niveau de réponse. Mais ça ne suffit pas. Alors on a un deuxième niveau, de réponse sur lequel on planche en ce moment, qui est par exemple de faire intervenir des infirmiers de médiation et de coordination santé qui sont des sortes d'articulations entre nos 2 mondes, du logement, et de la psychiatrie. Des personnes qui peuvent analyser les besoins des résidents, les orienter et les aider à revenir, après des phases, d'hospitalisation. Voilà, j'ai simplement voulu poser un peu, pour Habitat Humanisme, acteur du logement accompagné, nos questions par rapport à l'articulation avec, le monde de la santé mentale. Voilà, je vous laisse peut-être prendre la main, Franck Olivier, nous dire un peu, ce que, vous faites en tant que délégué ministériel et comment vous voyez les choses de votre côté. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de cet échange que nous allons avoir sur un sujet important. Et Madame Beaujour, et je m'efforcerai de répondre au point qu'elle soulève de l'articulation entre les personnes accompagnées, les accompagnants et les acteurs de la santé mentale et en particulier de la psychiatrie lorsque des besoins se font sentir. Peut-être que, si vous en êtes d'accord, je vais rappeler un petit peu dans un premier temps, délégué à la santé mentale et la psychiatrie, et revenir sur la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur l'aspect plus spécifiquement de l'accès au logement. Donc, cette délégation, c'est une petite structure nouvellement créée de la publication en 2018 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais je vais quand même rappeler quelques principes de l'action. Donc, c'est un plan complet de réforme du secteur de la santé mentale et de la psychiatrie, qui a été mis au point très tôt à la demande de Madame Buzyn, très tôt après ses prises de fonction, puisque elle a indiqué très vite qu'elle souhaitait faire de la santé mentale et de la psychiatrie une priorité de son action. Donc c'est un ensemble de 37 actions qui visent à
réformer, actualiser l'offre de soins en santé mentale et en psychiatrie. Cette feuille de route est structurée autour de 3 axes, qui sont les 3 axes classiques de la prévention, de l'offre de soins et de la réinsertion. Ce qui est intéressant quand on parcourt cette feuille de route, c'est qu'on comprend que les actions de prévention, de restructuration de l'offre de soins et d'accompagnement et de réinsertion sont en réalité très interdépendantes. Et cette feuille de route, elle décrit en réalité une approche holistique de la santé mentale avec une forte fertilisation croisée entre les acteurs de prévention, les acteurs du soin et les acteurs de la réinsertion. Quelques principes généraux que l'on retrouve dans cette feuille de route qui guide l'action, c'est tout d'abord un fort accent qui est mis sur le droit des personnes concernées, la lutte contre la stigmatisation, la mise au point de parcours coordonnés mobilisant l'ensemble des acteurs dont les personnes ont besoin. Un parcours en santé mentale, c'est en quelque sorte un parcours de vie, et il faut, aux côtés des acteurs du soin, mobiliser les acteurs de prévention, les acteurs de la réinsertion, tout au long du parcours, avec un parti pris clair pour les programmes de prise en charge orientés rétablissement. Le deuxième principe de l'action, c'est qu'il y a une intégration à l'échelle du territoire. Celui qui a été le plus souvent choisi, c'est le département, pour essayer d'intégrer l'ensemble des ressources d'un territoire pour la construction de ces parcours pluridisciplinaires qui mobilisent donc l'ensemble des acteurs, les acteurs de prévention, les acteurs du soin, les acteurs médico-sociaux, sociaux, l'éducation, la formation et bien sûr le logement. Donc l'outil d'intégration de ces différentes ressources au service des parcours de soins, c'est le projet territorial de santé mentale, et je vais y revenir au sujet de la question qu'a posée en introduction Madame Beaujolin. Le troisième principe directeur de cette feuille de route, c'est une priorité au dispositif ambulatoire et la mise au point de parcours de prise en charge orienté rétablissement. C'est clairement inspiré par la réhabilitation psychosociale, et on verra combien l'accès au logement peut être une condition pour la mise au point de ces parcours et donc l'accès à ces différentes ressources. Donc, vous l'avez compris, le parcours de soins est conçu comme un parcours de vie. Il y a une forte implication qui est souhaitée, et d'ailleurs ça se traduit dans les faits, des usagers et de leurs représentants, et un parti pris pour le développement de la pérédance. Et puis enfin, il y a une question qui est posée à chaque fois que l'on s'engage dans le déploiement d'un ensemble de réformes. C'est la question de savoir comment on fait pour atteindre les publics les plus difficiles à atteindre, autrement dit, les personnes les plus vulnérables. Et l'outil qui a été imaginé atteindre cette ambition, parce qu'on sait que c'est difficile, c'est justement les projets territoriaux de santé mentale, je vais y revenir. Au sujet de l'accès au logement, c'est décrit dans cette feuille de route dans l'action 36, renforcer l'accès et le maintien des personnes à un logement autonome et accompagné. Donc c'est l'action 36 de l'axe 3 qui est intitulée « Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique ». Donc il faut rappeler l'enjeu structurant et déterminant du logement chez la personne handicapée psychique, en particulier quand elle est précaire, puisqu'en effet le logement constitue l'une des conditions de l'inclusion des personnes et de leur rétablissement, contribue, c'est un déterminant important de qualité de vie en milieu ordinaire. Donc il requiert un accompagnement adéquat, et nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque les dispositifs d'accompagnement
se développe beaucoup. Nous sommes en pleine campagne du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie et on voit qu'il y a des dispositifs d'accompagnement qui visent à mobiliser les bailleurs sociaux, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour l'accompagnement des personnes handicapées psychiques dans ces logements. Donc, ces dispositifs d'accompagnement permettent d'évaluer le mode de logement approprié aux besoins et aux aspirations de la personne. Et un de ces effets, c'est aussi de rompre avec l'isolement, qui est un facteur souvent présent dans la trajectoire des personnes porteuses de handicap psychique. Donc, un renforcement de l'offre de logement s'adressant à des personnes ayant des troubles assumés comme nécessaires dans cette feuille de route. Alors, en réalité, on peut classer, on peut identifier 2 portes d'entrée pour favoriser l'accès au logement dans cette feuille de route. Il y a d'une part le dispositif handicap avec l'habitat inclusif et d'autre part le programme qui maintenant continue à se développer, qui est le programme Un chez soi d'abord. Alors, sur l'habitat inclusif, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte récent ou moins récent d'ailleurs concernant l'habitat inclusif. Donc, le développement de l'habitat inclusif, qui est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées, faisait le choix d'un mode d'habitation regroupé entre elles et avec d'autres personnes. C'est une dynamique qui a été impulsée par la loi Elan, que vous connaissez bien. Ce mode d'habitat, qui est une alternative au domicile classique et à l'entrée en établissement, est assorti d'un projet de vie social partagé. Cette offre innovante peut s'adapter aux besoins spécifiques de la personne et pour l'esprit de la feuille de route que je vous ai décrivait tout à l'heure, mettre au point des dispositifs qui permettent de prendre en compte les aspirations de la personne sont un élément très important. Donc cette offre innovante peut s'adapter aux besoins de la personne, je disais, et en leur permettant notamment de vivre de manière autonome sans être seul. Et c'est probablement une composante importante de la réussite de ces dispositifs. Donc la loi Elan a notamment permis la création d'un forfait habitat inclusif attribué aux porteurs de et je crois qu'il y a un nombre croissant de projets qui ont pu être financés via ce mode par les ARS, en permettant donc le recrutement d'un personnel chargé d'animer ce projet de vie social et partagé. Donc ça représente ça a représenté en 2019 un ensemble de projets qui ont été financés à hauteur de 15 millions d'euros. Et cette enveloppe a été augmentée pour l'année 2020 à 25 millions d'euros. Donc en septembre 2020, ce sont les dernières données dont je dispose, on a dénombré 121 projets qui ont été financés sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, donc, il y a la mission PIFTO et Wolfrom relative à la mise en œuvre d'une stratégie nationale de déploiement de l'habitat inclusif. Et donc, dans ce rapport intitulé « Demain, je pourrai choisir d'habiter chez vous », qui a été remis au Premier ministre en juin 2020, 12 propositions pour optimiser le déploiement de l'habitat inclusif ont été proposées, renommées. Donc, l'habitat inclusif qui a été renommé « Habitat accompagné », partagé et inséré. Je pense que ces 3 mots sont très importants. Et donc, s'appuyant sur ce rapport, la création on a assisté à la création de l'aide à la vie partagée, inscrite par amendement à la loi de sécurité sociale, donc au PLFSS 2021, qui a été entérinée le 12 novembre, donc tout récemment. Et ces aides supplémentaires mises en place dans les départements volontaires seront attachées à la personne et pourront se cumuler pour financer des postes d'accompagnement. Je pense que c'était le complément attendu, à savoir que
ces aides financières sont attachées à la personne. Donc, il y aura un pilotage national de 2 rapporteurs en lien avec la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. J'ai été un peu long, mais je pensais que c'était important de rappeler ces éléments-là pour indiquer la trajectoire sur laquelle on se trouve en termes de reconnaissance de l'habitat accompagné comme une mesure ayant fait preuve de son efficacité. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur le programme Un chez soi d'abord, qui a connu un grand succès dans les grandes villes et qui a été étendu aux villes de moyenne importance. Et le décret qui entérine le déploiement dans ces 20 villes de taille moyenne vient d'être publié. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. On m'a demandé d'être court pour laisser le maximum de place aux échanges avec la salle et que je puisse répondre aux questions. Je voudrais juste terminer par la réponse au point qu'a soulevé Madame Beaujolin dans son introduction, à savoir que les personnels accompagnants doivent se former pour repérer les indicateurs de risque lorsque une personne accompagnée... Quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Oui, donc la formation des personnes accompagnantes, qu'ils soient salariés ou bénévoles, au repérage inquiéter et faire enclencher le recours à des soins, c'est important. Mettre en place des infirmiers de médiation comme couche intermédiaire, c'est une très bonne idée. Mais je pense que si on veut travailler l'articulation entre les dispositifs de logement accompagné et l'offre des établissements de santé psychiatrique, je pense que c'est à l'intérieur des travaux des projets territoriaux de santé mentale, à l'intérieur de chaque département, que cela doit se faire. Je sais qu'il y a des projets territoriaux de santé mentale qui ont bien réussi cette intégration des acteurs du logement accompagné dans les projets territoriaux de santé mentale. D'autres ont moins réussi cette intégration, mais les projets territoriaux de santé mentale sont des objets vivants. Il y aura des générations successives de projets territoriaux avec une intégration progressive des composantes qui n'ont pas été intégrées lors des travaux initiaux. Et donc, il faut absolument, à l'échelle du département, habitat inclusif, porteur des projets territoriaux de santé mentale, voire joue un peu des coudes pour participer aux travaux, puisque c'est à l'intérieur de ces projets territoriaux de santé mentale que s'organisent ces articulations fonctionnelles entre acteurs de secteurs différents. Voilà, je voudrais laisser maintenant la parole à la salle pour les questions et qu'on ait suffisamment de temps pour un échange interactif. Merci beaucoup. On va tout de suite donc passer aux questions. Alors, une intervention de Pascal Pichard de CAP 22. Micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Bélivier. Je suis Pascal Pichard. Je suis chef du service de logement accompagné pour l'ACAP dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Et nous sommes gestionnaires de 5 dispositifs, pension de famille et ou résidence accueil, puisque certaines sont mixtes, qui existent pour les plus anciennes depuis 2005 et donc réparties sur l'ensemble du territoire. Si en résidence accueil, toutes les personnes sont suivies en psychiatrie, comme disait Madame Beaujolin, en pension de famille aussi, 70 à 80% de nos résidents sont pris en charge de près ou de loin par les services de psychiatrie. Je souhaite ce matin vous donner une réflexion, une expérience autour des enjeux pour nous, gestionnaires de logements accompagnés, d'un partenariat opérant avec ces services de santé mentale. Au-delà de la mission de loger, la fonction d'accompagnement que nous assurons doit soutenir les locataires vers le statut d'habitant. Loger, effectivement, ce n'est pas juste avoir un abri,
C'est bien sûr utiliser son domicile comme un lieu de vie, mais aussi être en relation avec le monde extérieur, avec son environnement. Habiter nécessite donc des compétences qui sont loin d'être évidentes pour les personnes malades du fait de leur rapport au monde perturbé par la maladie. Il faut savoir gérer ses rythmes de vie, son temps, son frigo, sa boîte aux lettres, son argent, ses relations, etc., etc. Même si dans les textes, un des critères d'entrée en pension de famille ou résidence accueil est une stabilisation de l'état de santé et une relative autonomie, nous savons bien que cette stabilisation n'est jamais linéaire et passe par des périodes plus chaotiques. Et c'est en ça que les pensions de famille ou résidences accueil servent de tiers, de régulateurs des relations et de veille quant aux besoins des résidents et à leur relation au monde. Mais dans le cas des personnes malades psychiques, nous ne pouvons pas le faire seuls. Les textes imposent un partenariat formalisé pour les résidences accueil et, à la CAP, nous l'avons élargi à toutes nos pensions de famille du public accueilli. Nous avons donc des conventions avec les institutions psychiatriques de nos territoires. Ces conventions sont donc spécifiques à chacune car se sont adaptées aux réalités et aux contraintes des uns et des autres. Mais les bases se retrouvent généralement autour des notions suivantes du partage d'informations, la présence des services de psychiatrie à nos instances de gouvernance, comité de pilotage et commission d'attribution, et ce depuis la création de chaque projet, et un suivi rapproché des résidents par une présence régulière des personnels de soins qui permet une réactivité médicale. Concrètement, sont concernés les professionnels des CMP, hôpitaux de jour, mais aussi plateformes de réhabilitation psychosociale, à savoir médecins, psychiatres, assistantes sociales, infirmiers, cadres. Il ne s'agit pas de confondre nos missions. C'est bien sûr l'association de nos compétences qui permet l'accompagnement. Les soignants ont la connaissance de la pathologie et des manifestations individuelles, en termes de souffrance, de besoins, et nous avons la connaissance de l'habité, en termes de compétences, d'attentes sociales, d'interaction, de vie collective, et c'est en acceptant de bouger nos exigences que nous avançons. En effet, jusqu'où développer ou restaurer le savoir habité d'une personne, jusqu'où accepter le symptôme pour nous gestionnaires et où poser une limite. Par exemple, un jeune de nos résidents fait un trou de 20 cm² dans son mur pour permettre aux voix qui l'agressent de s'enfuir. Nous acceptons de garder ce trou car c'est un point d'équilibre pour lui. Les envahissements de logements aussi sont négociés. Que pouvons-nous, nous, gestionnaires, accepter en termes de sécurité, de salubrité? Et à quoi le résident peut-il renoncer dans son logement? Nous devons nous adapter et individualiser les réponses afin d'évaluer plus finement l'adéquation entre nos dispositifs et certaines personnes candidates. Nous avons développé, avec le soutien de la psychiatrie, 2 logements d'évaluation en pension de famille. Ce sont des contrats sur 3 mois maximum, permettant à chacun d'évaluer si la pension de famille ou la résidence accueil est la bonne réponse aux besoins de la personne. Les services de soins y trouvent là aussi un grand intérêt et nous travaillons régulièrement ensemble sur des projets de sortie d'hospitalisation, parfois longues. Devons-nous encore prouver les impacts médicaux et sociaux d'une telle coopération? Il est clair que plus le partenariat est opérationnel, plus la confiance est mutuelle avec la psychiatrie, plus les gestionnaires s'engagent dans une certaine prise de risque. C'est gagnant-gagnant. En termes de gains sociaux, le travail ensemble permet bien sûr d'éviter de nombreuses hospitalisations longues. Nous constatons une estime de soi qui se restaure chez les résidents, une autonomie qui s'améliore, une citoyenneté qui se développe. Souvent, les liens familiaux se retissent, les amitiés se créent, les amours aussi. Et lorsque les savoirs habités sont améliorés, les départs vers du logement autonome sont parfois envisageables. En conclusion, je voudrais vous dire qu'une coopération avec les services de psychiatrie, entre autres, est absolument nécessaire à la gestion des logements accompagnés. Ce partenariat se fait aujourd'hui dans notre département, ça n'a pas été sans embûches, et je sais que ce n'est pas partout le cas en France. Pourtant, nous devons encore améliorer nos pratiques. Nous constatons qu'au fur et à mesure du temps, les moyens des professionnels du soin se réduisent et leur présence s'espace, que l'on nous demande d'accueillir des personnes avec des troubles de plus en plus importants, puisque les structures d'hébergement de psychiatrie se ferment aussi régulièrement. Il y a des leviers de la psychiatrie sur lesquels agir, intégrer plus de souplesse dans les prises en charge, accepter que certaines personnes ont un besoin d'hôpital de jour sur du long terme, par exemple, et pas uniquement 6 mois ou 9 mois. Besoin de globaliser la prise en charge, abolir les frontières du soin entre les professionnels, entre le CMP, le XAPA, l'hôpital de jour, l'équipe mobile. Peut-être imaginer un référent santé mentale. Nos dispositifs doivent être modulables et dans l'esprit du logement d'abord, nous devons inventer de nouvelles formes de prise en charge. Nous, gestionnaires, bougeons sans arrêt nos lignes.
Nous avons besoin d'autres logements d'évaluation temporaire, de logements dans le diffus, des accompagnements au départ, des solutions mixtes entre le soin et le logement. Il faudrait aussi travailler sur la question des changements de territoire et du suivi médical. Ce qui marche dans un endroit ne peut pas se faire dans l'autre, ce qui met parfois le projet en péril. Nous souhaiterions davantage formaliser les partenariats dans les textes pour en uniformiser les bases, en définir le minimum pour les résidences accueil et l'intégrer aussi pour les pensions de famille qui accueillent ce public spécifique. Pour tout cela, à notre avis, il est nécessaire d'ouvrir un dialogue entre les institutions psychiatriques et les gestionnaires de logements accompagnés au niveau régional afin d'inventer des solutions avec des moyens mutualisés. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va peut-être laisser Franck Olivier répondre à cette petite série de propositions. Bon, en tout cas, d'abord, l'organisation que vous venez de décrire est tout à fait exemplaire à plusieurs titres. D'abord, le conventionnement, enfin, les notes, hein, votre exposé était très riche, mais d'abord, le conventionnement avec les hôpitaux psychiatriques, c'est la première étape de formalisation. L'idée d'intégrer des représentants des établissements de santé psychiatrique dans vos instances de gouvernance, c'est aussi une des clés de la réussite, donc j'insiste sur ce point-là. J'ai trouvé très intéressant l'idée d'évaluation qui permettent certainement de ne pas attendre la complète résolution de l'état psychologique d'un patient hospitalisé pour finalement mobiliser chez cette personne des ressources le plus précocement possible à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, ces 3 places d'évaluation, puisque j'ai compris que ça permettait de faire des premières étapes vers l'intégration au logement chez des patients qui n'étaient pas forcément totalement stabilisés. Et ce qui est exemplaire aussi, c'est finalement les articulations avec les différentes structures, équipes mobiles, CMP, HDJ, les plateformes de réhabilitation psychosociale et les structures d'addictologie. Donc, visiblement, vous êtes déjà dans une organisation très intégrée des choses. J'ai une question à vous poser à mon tour, avant de répondre à la question que vous me posez sur comment formaliser ces partenariats, c'est-à-dire ce que vous avez réussi à faire, comment le formaliser, c'est-à-dire faire que cela devienne généralisable. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez participé au projet territorial, à l'élaboration du projet territorial de santé mentale en Côte-d'Armor? Non, pas au niveau des pensions de famille de notre association. Pas au niveau de nos dispositifs. On n'est pas intégré sur le programme territorial de santé mentale. Alors ça, c'est très étonnant parce que l'organisation que vous décrivez montre que vous avez des articulations fonctionnelles avec des articulations qui sont fonctionnelles avec la psychiatrie et vous n'avez pas été invité aux travaux du projet. L'association n'a pas qui porte. Pardon, l'association y est intégrée parce que notre association, au départ, son activité principale, c'est l'exercice de mandat de protection judiciaire des majeurs. Donc, à ce titre-là, elle y est. En tout cas, je pense que le projet territorial devrait, dans sa rédaction, décrire les articulations fonctionnelles que vous venez de me décrire, ce d'autant que les conventions existent et ce d'autant que l'établissement de santé psychiatrique participe à votre gouvernance. Je trouve que ce serait un élément, et il est encore temps, puisque le contrat territorial de santé mentale, alors peut-être que celui des Côtes-d'Armor est déjà signé, mais je pense que c'est vraiment le lieu pour inscrire dans la durée ces orientations que vous avez formalisées et mises au point pour qu'elles soient durables. En tout cas, ça me paraît être assez clairement devoir faire partie prenante de ce projet territorial de santé mentale, puisque vous décrivez bien que c'est un élément du parcours de la personne accompagnée. Donc, je ne comprendrais pas, vu le degré de maturité de l'organisation que vous décrivez, je ne comprendrais pas que ça ne figure pas au projet territorial de santé mentale, ce qui est une manière de le formaliser.
Et je trouve que l'exemple là est presque… il manque juste cette brique-là, c'est-à-dire la présence, la mention de cette articulation avec le logement accompagné, pour qu'on ait finalement le dispositif complet que j'imagine d'autres aimeraient avoir. En fait, nos projets sont très anciens, enfin nos dispositifs sont très anciens. On avait commencé avant même les maisons relais, avant même la loi 2002, à faire un projet en partenariat avec la psychiatrie. On a 3 grands hôpitaux psychiatriques sur le département, et nous avions commencé des projets partagés et mutualisés avant même que la circulaire de 2002 sur les maisons relais sorte, et les résidences accueillies aussi, bien évidemment. Et du coup, ce partenariat s'était déjà ancré dans une histoire de territoire avant même que les dispositifs n'existent. Bon, écoutez, je suppose que vous allez… Je ne connais pas, enfin, je n'ai pas gardé en mémoire le porteur enfin, qui pilote le projet territorial de santé mentale, mais à mon avis, il a encore temps pour faire figurer ce volet-là dans le PTSM des Côtes-d'Armor. Ça me paraîtrait une étape de formalisation atteignable et importante. Alors j'ai d'autres informations, notamment de la Drôme, Châtenay, Anne Châtenay, qui nous indique qu'ils ne sont pas, même s'ils ont des pensions de famille avec convention, qu'ils ne participent pas non plus aux projets territoriaux. Je crois que chez Habitat Humanisme, nous ne participons pas non plus à la préparation de ces projets territoriaux. Donc on entend qu'une des pistes d'action, c'est effectivement de se faire connaître de ces organisations et d'arriver à s'articuler et à intégrer la démarche de rédaction des projets. Alors, quelle est la meilleure manière d'y aller? Ouais, c'est ça. Alors, c'est très… Oh, bon, alors là, c'est comme les projets territoriaux de santé mentale sont à la main des acteurs et non pas de l'ARS, il faut identifier le porteur ou le coordonnateur du PTSM et prendre rendez-vous avec lui et jouer des coudes pour dire nous souhaitons inscrire dans le projet territorial de santé mentale cette étape de formalisation et qui décrit l'articulation entre les acteurs du logement accompagné et les structures qui en ont besoin. Et comme on le voit dans les Côtes-d'Armor, avec une organisation qui est gagnant-gagnant, puisque c'est l'intérêt des établissements de santé d'être en lien avec vous pour le parcours de leurs patients, et c'est l'intérêt du logement accompagné d'avoir un accès aux ressources des établissements de santé. Donc, en fait, dans sa logique, je pense que c'est assez facile de convaincre, puisque c'est un intérêt réciproque. Ce qui manque en effet, c'est l'étape de formalisation. Et comme le projet territorial de santé mentale fait l'objet d'une contractualisation, la contractualisation, ça engage. Donc il faut vraiment mettre le pied dans la porte pour ceux qui ne sont pas encore intégrés au projet territorial de santé mentale. Il faut que les associations, enfin les acteurs du logement accompagné soient proactifs dans la mobilisation du coordonnateur ou du groupe de travail des projets territoriaux de santé mentale dans chaque département. D'accord, vous l'avez peut-être dit, il y a une question de timing. Enfin, est-ce que tout le monde est sur le même timing ou est-ce que par département, le planning peut être différent? Alors, il y a une minorité. Donc, le rendu des projets territoriaux de santé mentale était prévu pour juillet 2020. En fait, ça a été décalé par la crise Covid et nous sommes maintenant sur un rendu des projets territoriaux de santé mentale en décembre. Et l'étape de contractualisation suivra en 2021 et ça va s'échelonner. Je sais qu'il y a quelques ARS qui ont déjà signé des contrats territoriaux de santé mentale, mais c'est une très grande minorité. La plupart des projets n'ont pas été remis et l'étape de contractualisation est pour 2021. Moi, j'aurais tendance, bon, évidemment, on est un peu tard dans le calendrier, mais j'aurais tendance quand même à vous inviter à vous rapprocher des groupes de travail des PTSM
pour essayer d'inscrire un élément dans le contrat qui décrit l'articulation fonctionnelle avec avec les acteurs du logement accompagné. D'accord. Je ne vous garantis pas le succès, mais l'outil d'intégration dont le logement accompagné, c'est le projet territorial de santé mentale qui doit déboucher sur un contrat territorial de santé mentale, et ça engage. Entendu, je pense qu'il y en a un certain nombre, dans ce que je vois aussi du retour des chats, qui ont le sentiment d'essayer, comme vous le dites, de jouer des coudes et de pas forcément être entendus. Donc c'est un peu notre problématique, c'est de savoir comment nous faire entendre. Je pense que c'est plutôt ça. Donc on va peut-être officialiser du coup des saisies ou quelque chose comme ça pour être certain d'être entendus. Enfin, En tout je ne cas, sais pas si vous avez une bonne méthode, mais non, je ne la connais pas parce qu'évidemment, c'est un jeu d'acteurs au sein de chaque département. Est-ce que il y a certains conseils départementaux qui sont impliqués dans le logement accompagné et on peut mobiliser le conseil départemental pour aller tirer la manche de l'ARS. Vous pouvez peut-être mobiliser directement les ARS en leur demandant de vous indiquer qui sont les porteurs des projets territoriaux de santé mentale dans tel et tel et tel département pour une mise en relation. En tout cas, je crois que la démarche est légitime, premièrement, et deuxièmement, dans un bon nombre de cas, devrait être bien accueillie. entendu. Alors, il y a des questions autour de, justement, toujours de la préparation de ces PTSM. Les acteurs qu'il y a autour de la table, les thématiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont se réfléchit et se construit ce PTSM? Alors, le projet territorial de santé mentale découle d'un diagnostic territorial. Donc, les groupes de travail se sont pour faire un diagnostic des besoins et en particulier des besoins non satisfaits. Les porteurs sont le plus souvent les établissements de santé mentale, mais pas toujours. Parfois, c'est des structures médico-sociales qui ont pris le leadership sur l'animation des travaux. Puisque, encore une fois, cet outil était à la main des acteurs de terrain, pas à la main des ARS. C'était pas un processus top-down avec les ARS qui prescrivent, mais c'était une invitation des acteurs à se mobiliser ensemble pour mettre au point des projets de coopération au service de la construction des parcours. Alors, moi, j'ai passé en revue un certain nombre de projets territoriaux de santé mentale. Il y a des endroits où cet objectif d'intégration de l'ensemble des acteurs a très bien marché, les acteurs de prévention, les établissements de santé évidemment, les acteurs médico-sociaux, les acteurs sociaux, la protection sociale, la PJJ, enfin, plus généralement la justice, le monde du travail et de la formation professionnelle, et le monde du logement, où tout le monde était la médecine générale, où tout le monde était autour de la table pour à la fois faire le diagnostic des besoins du département et comment on s'organise ensemble pour répondre à ces besoins. Et ils ont décrit dans le projet territorial de santé mentale des actions très concrètes de coopération entre acteurs. Alors, cette étape d'intégration, elle a plus ou moins bien marché. Et c'est vrai qu'autour de la table, on avait parfois effectivement des secteurs qui n'étaient pas représentés ou insuffisamment représentés. Et puis, il y a au contraire des groupes de travail qui ont été créatifs et qui ont même mis autour de la table, puisqu'on parle du logement, des bailleurs sociaux qui eux, étaient tout à fait intéressés de mettre au point un programme de coopération entre la logique, encore là, assez simple. Nous avons des logements. Pour nous, c'est assez facile de les mettre à disposition, sous réserve que nous soyons assurés que les personnes qui seront installées dans ces logements seront accompagnées et suivies, qu'on n'aura pas de problème de voisinage. Et si on a un problème, qu'on sache à qui s'adresser. Donc voilà. Donc, comme c'était à la main des acteurs, je dirais que la mobilisation et l'organisation des travaux
C'est fait parfois de manière très extensive, très exhaustive, en mobilisant un maximum d'acteurs de secteurs différents. Et à d'autres endroits, il y a des, comme on appelle ça, des trous dans la raquette. Mais peu importe, le projet territorial à l'atterrissage, là, ce n'est qu'une étape. Il y aura des avenants, il y aura des versions successives et évolutives des projets territoriaux de santé mentale qui feront l'objet de contractualisation complémentaires au travers d'avenants. Merci. Alors peut-être pour être un peu plus pour rester pragmatique, moi ce qui me semble, parce qu'on a tous un peu les mêmes difficultés dans nos pensions de famille, hein, je pense que là-dessus on se rejoint. On pourrait imaginer peut-être pour aller plus vite qu'il y ait une forme de construction de contrat cadre ou type et qui soit mis en discussion auprès de tous les porteurs, comme vous dites. Enfin, on pourrait, nous, essayer d'être un peu plus construits dans notre approche et pour aller plus vite hein, et pour intégrer des démarches qui sont déjà bien engagées au travers d'une forme de contrat type à discuter, à débattre entre les acteurs locaux. Ça peut être quelque chose qui permet qu'on s'inscrive dans une démarche où je pense qu'on n'est pas tous, clairement. En tout cas, la bonne volonté ne suffit pas. Je pense que contractualiser, comme l'a décrit la représentante des Côtes d'Armor, la contractualisation et décrire précisément les droits et devoirs dans le cadre d'une convention, c'est un. Et après, je pense que d'inclure, comme ils l'ont fait dans les Côtes d'Armor, certains représentants de la psychiatrie dans votre gouvernance ou dans la gouvernance des associations, je trouve que c'est malin. C'est pas absolument indispensable, mais d'une certaine manière, là encore, ça engage. Écoutez, encore une fois, comme je trouve que le partenariat est assez évident, avec des bénéfices réciproques de ces articulations fonctionnelles, je pense qu'au-delà des bonnes intentions, la mise en place est une étape qui permet de structurer ces liens fonctionnels et surtout de les concrétiser. D'accord. Peut-être on peut sortir un peu du champ des pensions de famille, enfin en tout cas aborder un autre sujet qui est celui du public difficile. On a là une conseillère sociale qui nous remonte une situation, mais c'est assez fréquent, hein, d'un public ou d'un ménage qui nécessite un suivi et qui n'en a pas, ou qui n'est pas connu de la part de cette conseillère sociale. Comment on peut faire dans ces cas-là auprès des équipes mobiles ou vers qui se retourner pour arriver à répondre à la problématique de ce public? C'est quelque chose qui est très courant hein, dans nos logements. Bien sûr. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse, enfin, je vais essayer de ne pas vous faire une réponse filandreuse, et hélas, elle le sera. Parce que dans ce que vous décriviez, dans ce qui vous remonte et que vous mentionniez dans votre introduction, à savoir qu'à certains endroits, cette articulation avec la psychiatrie, avec les établissements de santé, avec l'offre de soins psychiatriques, et par certains endroits difficiles, il faut rappeler que le champ de la psychiatrie est en forte tension. Mais ça, c'est historique. Une forte augmentation année après année, décennie après décennie des besoins qui ont été adressés à la psychiatrie et une offre qui est restée relativement stagnante. Et donc, on a de nombreux endroits dans le territoire où il existe une forte inadéquation entre l'offre et les besoins. Et donc, en effet, dans certains territoires, l'accès aux ressources de la psychiatrie peut être rendu difficile simplement parce que ils sont très fortement sous-dotés et des équipes mobiles, puisque vous le citez dans votre question, il n'en existe pas partout. Nous avons dans le déploiement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie une forte incitation au développement d'équipes mobiles.
Mais ça, c'est aujourd'hui encore, et on le voit au Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, avec beaucoup de projets d'équipes mobiles qui remontent et qui seront financés. Mais on est loin d'avoir une généralisation de ces dispositifs, dont il faut quand même dire qu'ils sont coûteux. Hein. Mais il y a une forte incitation à aller dans cette direction parce qu'on sait que l'aller vers est un élément important de l'accès aux soins. Donc, ma réponse, c'est comment à la question que vous me posez, qui ça Franck Bolivien vous a perdu. Donc je pense qu'au moins sur les 30 dernières secondes. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui. Il y a eu un appel intercurrent, je vous prie de m'excuser. De l'autre côté, parce qu'en fait, je suis dans une double de téléconférence, figurez-vous, et donc qui s'impatiente de l'autre côté. Mais je vais continuer, je vais reprendre ma phrase. Donc, à la question que vous me posez, comment faire, j'ai envie de vous répondre, ça va beaucoup dépendre des ressources qui existent dans le territoire en question. Enfin, la réponse ne sera pas la même en fonction du niveau d'offres qui existe. Et à de nombreux endroits encore, il n'existe pas d'équipe mobile, par exemple. Donc, c'est à construire, je dirais, un peu au cas par cas, voilà, aux représentants de la psychiatrie dans un territoire donné. Les territoires sont tellement hétérogènes que je ne peux pas vous dire que nous, au niveau national, on va être capable de prescrire de manière un peu autoritaire une organisation à l'ensemble des territoires, ce d'autant que nous avons opté pour un mode de gouvernance horizontale, c'est-à-dire que ce sont les territoires qui s'organisent et les projets issus de ces organisations territoriales seront prioritairement soutenus financièrement. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse demander, si c'est ça qui est derrière votre question, au ministère de la Santé de prescrire un modèle unique, tant les ressources de la psychiatrie sont hétérogènes dans les territoires. Est-ce que ça répond à votre question? C'est une réponse, oui, oui. Vous avez répondu. Bon, comment on peut continuer à travailler ensemble sur ces questions-là, en fait? Parce qu'on voit bien qu'il y a des fils à retisser et du lien à refaire, et je pense que des 2 côtés, on a bien compris que c'était gagnant-gagnant, hein. Je pense que là-dessus, alors, si la réponse c'est systématiquement par les territoires, j'entends, mais est-ce qu'on peut pas quand même essayer de mutualiser un petit peu, une approche un peu plus large, ou continuer à discuter avec vous d'une manière ou d'une autre, ou avec des services qui feraient l'interface? Alors, sur les difficultés à mobiliser les projets territoriaux de santé mentale sur l'habitat inclusif, je serai votre interlocuteur. En tout cas, mon équipe sera votre interlocuteur. Donc, nous, on peut créer du lien, on peut faciliter les prises de contact, en particulier sur des départements où le logement accompagné est bien développé et où les acteurs de ce logement accompagné rencontrent des difficultés pour entrer en lien avec les acteurs de la psychiatrie. Donc, nous, on a à notre main les référents santé mentale des ARS, puisque nous avons un réseau des références que nous pouvons mobiliser sur certaines régions qui rencontreraient des difficultés. Le déploiement des mesures portées, alors c'est pas toujours le même interlocuteur au niveau des ARS, puisque nous animons le réseau national des références santé mentale. Enfin, dans le bureau d'à côté, il y a le référent précarité qui en général s'intéresse à ces affaires et on peut contribuer à faire du lien entre les différents bureaux des ARS qui peuvent eux-mêmes coopérer pour faciliter
les difficultés que certains acteurs du logement accompagné rencontreraient. Donc, je vais avoir du mal, simplement parce que nous sommes une petite équipe, je vais avoir du mal à vous proposer un service, je dirais, totalement personnalisé et clé en main pour chacun des acteurs. Mais je pense que la réunion d'aujourd'hui, si elle débouche sur comment faciliter la participation des acteurs du logement accompagné aux projets territoriaux de santé mentale, je suis prêt à y passer de l'énergie parce que je pense que c'est un enjeu très important. Entendu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, excusez-moi, je ne me montre pas parce que je ne suis pas très présentable. Je suis Madame Paré, je travaille au CEAPSI Île-de-France. On est un centre ressources troubles psychiques. Notre but, c'est vraiment de faire le lien entre le monde de la psychiatrie, les professionnels du social et du médico-social. Je vais intervenir demain matin pour une conférence, une info. Et du coup, je me disais, pour notre part, en Île-de-France, après, il faut voir sur les autres territoires parce qu'il y a d'autres CREPSI, mais pas dans tous les territoires. Peut-être ça peut être aussi un acteur à solliciter pour justement arriver à raccrocher, à faire du lien avec le soin, surtout que ces projets d'habitat inclusif, font partie de nos priorités, on va dire aussi. Donc, c'était juste pour témoigner ça. Non, c'est très bien que vous ayez mentionné ce point. Les CREPSI sont très importants et j'aurais dû le mentionner. Donc, c'est très bien que vous le mentionniez. Hélas, effectivement, il n'y en a pas partout, mais c'est effectivement une ressource qui contribue à faire du lien. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et qui sont en lien avec les ARS, avec les références santé mentale de l'ARS. Et il y en a en Alsace, Grand Est, il y en a aux Hauts-de-France et il y a Pays de la Loire. Et il y a des réseaux REPSI en Rhône-Alpes, il me semble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, témoignages? Non, visiblement non. Alors, juste une dernière chose, parce que l'habitat inclusif, c'est pas les pensions de famille réciproquement, hein, puisqu'on ne peut pas demander des financements dans les pensions de famille. Ça a été sorti du cadre, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on sent bien là qu'il y a vraiment deux champs à investiguer. Le côté pension de famille, avec tout ce qu'on a dit des PTSM et puis du travail avec les référents santé mentale, etc. Mais sur l'habitat inclusif, je pense que ça va se construire, hein, puisqu'effectivement, il y a eu un certain nombre de projets, mais qu'on est en phase de croissance de l'activité et qu'il faut que l'on arrive dans l'offre d'accompagnement, d'intégrer toute cette dimension santé mentale, c'est bien l'enjeu, quoi. Je pense que là, effectivement, ça va être à construire au fil des projets. Ok, mais j'entends que vous êtes un interlocuteur là-dessus et que l'on peut en discuter. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Bien, bah merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ce bon échange. Je ne peux pas rester avec vous, mais puisque je suis en jury toute la journée d'aujourd'hui et de demain, je vous souhaite une bonne poursuite de vos travaux, puisque je crois que le colloque se poursuit. Et donc, probablement à bientôt. En tout cas, je continue à suivre avec beaucoup d'intérêt ce volet de l'inclusion sociale qu'est le logement. Merci beaucoup, merci à tous et bonne continuation de la semaine du logement accompagné by UNAFO. À bientôt. Au revoir. Au revoir.